Tout d'abord, bonsoir et bienvenue à cette conférence virtuelle sur les enjeux technologiques et les droits humains. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Adenike Adegbidi et je suis chargée de projet aux campagnes ici chez Amnesty International. C'est moi qui vais vous présenter l'ordre du jour ainsi que les détails techniques du webinaire d'aujourd'hui. Je me joins à vous à partir de Tiohtià:ke ou Montréal, où sont situés les bureaux d'Amnesty International Canada francophone. Nous tenons à reconnaître que nos bureaux sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Ghanien-Guéaga comme gardienne des terres et des eaux, sur lesquelles nombre d'entre nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Je sais que nous comptons parmi nous des participantes de partout au Québec et même d'au-delà, donc je vous invite maintenant à partager dans le chat de quel territoire vous vous joignez à nous. Si jamais vous n'êtes pas certain ou certaine du territoire sur lequel vous êtes situé, je vous invite à consulter l'outil de cartographie Native Land qui va bientôt être partagé dans le chat. Cette conférence virtuelle est la première de notre série de webinaires de cet automne. Donc, je vais commencer par vous faire un petit point sur l'ordre du jour. Donc, je vais poursuivre en faisant le point sur quelques détails techniques, puis je vous présenterai la modératrice du webinaire d'aujourd'hui qui se chargera de vous présenter la thématique du webinaire ainsi que nos panélistes. Par la suite, débutera la discussion avec nos panélistes et finalement, il y aura une période de questions-réponses. Donc, pour les détails techniques, veuillez savoir que votre micro est désactivé pour une meilleure audibilité des panélistes. Vous pouvez converser avec les animatrices et les participantes via le chat. Vous pouvez également poser vos questions pour les conférencières après la fin de leur présentation via le questions-réponses. Puis, si vous souhaitez tweeter en direct du webinaire, n'oubliez pas d'identifier le compte d'Amnesty. Aussi, pour que vous le sachiez, le lien pour Native Land a été partagé dans le chat. Donc, si vous souhaitez nous dire de quel territoire vous vous joignez à nous, vous pouvez le faire à présent. Je vais maintenant passer à la présentation de la modératrice d'aujourd'hui, qu'on est très, très heureuse d'avoir. C'est Madame Karine Gentelet, qui est professeure agrégée au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais et co-responsable de l'axe international Action humanitaire et droits humains de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, qui co-organise ce webinaire avec Amnesty International Canada francophone. Je vais à présent céder la parole à Madame Karine Gentelet. Merci beaucoup Adenike. Ravie d'être là, ravie de ce webinaire et de la discussion qui va avoir lieu durant ce webinaire avec nos deux fantastiques panélistes. Je suis très heureuse d'être là. Donc aujourd'hui, on va parler d'enjeux technologiques et de droits humains. Effectivement, ce sont des problématiques qui sont de plus en plus reliées aux usages de la technologie, des technologies qui sont de plus en plus utilisées dans la vie quotidienne et qui soulèvent un certain nombre de questions. Nos conférenciers vont en parler aujourd'hui. Ce qui est aussi intéressant dans ce webinaire aujourd'hui, c'est que on va avoir des conférenciers qui travaillent à partir d'une perspective de terrain et donc des enjeux de technologie qui sont en lien avec des impacts que subissent les êtres humains et non pas juste parler de la technologie pour la technologie, mais essayer de proposer quelque chose, un cadre de réflexion sur les impacts que ça peut avoir sur des personnes dans leur activité quotidienne. Donc, les présentations, aujourd'hui, on va aborder notamment des questions de profilage racial, des enjeux de représentation des minorités ou encore du projet Pegasus. Et donc, c'est de ces enjeux que vont nous parler tout d'abord Monsieur Étienne Meignier,
qui est expert des nouvelles technologies à Amnesty Tech. Et ensuite, ce sera une prise de parole par Maître Marie-Livia Boger, qui est avocate engagée et créatrice d'une application qui est Bon Cop, Bad Cop. Alors, Bad Cop, pardon, et pas Cop, pardon. Et alors, avant de leur passer la parole, je veux déjà les remercier très sincèrement de leur présentation. Et voilà, on va commencer. Donc, Étienne, la parole est à vous. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité pour ce panel. Je suis vraiment très content de faire partie de cette discussion sur la technologie et droits humains. Et je vais parler de mon rôle au sein d'Amnesty. Donc, je m'appelle Étienne Meignier. Je travaille comme technologiste, qui est vraiment le terme un peu générique d'expert en technologie au sein du programme Amnesty Tech. Alors, sur la prochaine slide, vous allez voir, si on peut voir la prochaine slide, donc Amnesty Tech, je fais partie d'un programme qui s'intéresse aux questions de droits humains et technologie. Alors, il faut bien voir que ce n'était pas extrêmement évident dans les droits humains, il y a notamment quelques dizaines d'années. Il y a eu très tôt une première vague qui a fait partie de tout l'engouement autour de la technologie qu'il y a eu un peu partout dans la société, où Amnesty a commencé à s'intéresser à comment utiliser la technologie pour lutter pour les droits humains. Donc, par exemple, en utilisant des images satellites pour prouver des violations des droits humains. Donc, il y a vraiment une équipe qui s'est montée assez tôt sur l'utilisation positive de la technologie. Et puis plus tard, il y a eu la réalisation qu'en fait, cette technologie venait poser des graves problèmes de droits humains. Dans mon cas, par exemple, ça s'est fait avec la réalisation, dans le cadre de l'équipe dans laquelle je travaille, la réalisation que de plus en plus de défenseurs des droits humains avec qui Amnesty travaillait, en fait, étaient piratés. Il y a notamment des cas extrêmement graves de personnes qui ont été dans des situations très difficiles parce que des comptes emails ont été piratés, des noms ont été révélés. Et donc, il y a eu l'idée de monter un programme pour travailler sur ces questions de violation des droits humains et de technologie. Je vais vous présenter deux projets ce soir sur lesquels on a travaillé. Alors, tous les jours, presque, le champ s'étend sur la question technologie et droits humains. Je vais commencer tout d'abord par parler par la question de surveillance ciblée. Donc, je peux voir la prochaine slide. La surveillance ciblée, c'est vraiment le travail de mon équipe. On est une équipe qui s'est montée autour de 2016-2017 avec vraiment l'idée de analyser les questions de surveillance ciblée contre défenseurs des droits humains. Alors, de quoi on parle quand on parle de surveillance ciblée? On parle d'attaque informatique, vraiment de piratage informatique. Alors, ça peut être fait avec des virus informatiques, ça peut être fait avec des faux emails et puis des piratages de comptes. C'est un sujet qui n'est pas vraiment totalement nouveau. Alors, si je peux avoir la prochaine slide, le premier rapport qui a vraiment fait du bruit et de l'ampleur, il a été coécrit par un laboratoire canadien, le Citizen Lab, qui a démontré donc en 2009, vous voyez, c'est déjà assez daté, qu'une campagne d'attaque informatique qui ciblait notamment les ONG tibétaines en exil. Donc ça, c'est un peu le premier rapport d'ampleur qui a fait qu'il y a une réalisation chez les défenseurs de droits humains dans la société civile de ce type d'attaque et des problématiques que ça causait. Donc là, il a commencé à avoir très tôt un travail de recherche en fait, pour comprendre ce qui se faisait techniquement et à la fois politiquement, ce qui se passait. Et autour de 2012, donc si on peut avoir la prochaine slide, autour de 2012, il y a eu la réalisation que pour un certain nombre d'États, ils n'avaient peut-être pas la capacité de développer des attaques eux-mêmes, de développer des virus informatiques, et donc ils se reposaient sur une industrie. Donc vraiment, donc à cette époque-là, il y avait deux entreprises majeures en Europe. Donc Finfisher, comme vous pouvez voir sur ce slide, donc Finfisher, c'est une entreprise allemande qui vendait vraiment un virus informatique clé en main pour des États, pour pirater, alors officiellement pour des luttes contre le terrorisme et la criminalité, mais en fait qui était largement abusé pour cibler des défenseurs des droits humains, donc comme par exemple dans ce premier rapport du Citizen Lab en 2012, pour montrer que des militants au Bahreïn avaient été piratés, avaient été ciblés en tout cas. Et donc l'email par exemple que vous voyez en bas à droite, c'est un faux email en fait, avec une pièce jointe. Si la personne avait ouvert ce fichier, son ordinateur aurait été piraté. Et donc, il y a eu comme ça un travail de recherche pendant plusieurs années sur deux entreprises principales européennes, donc Finfisher en Allemagne et Hacking Team en Italie. Et là, il y a eu un tournant majeur sur la slide suivante, en 2016. Donc, en 2016, Ahmed Mansour, qui est sur la photo, qui est un militant émirati, reçoit deux SMS très bizarres, les partage à Citizen Lab, qui découvre qu'en fait, il s'agit d'une attaque, à la fois une attaque très avancée, c'est-à-dire que s'il avait cliqué sur ces SMS, son iPhone aurait été piraté. Alors ça, c'est relativement nouveau en termes de complexité. Ça utilise vraiment des attaques qui sont très chères, qui sont très complexes, qui ont piraté des iPhones qui sont encore aujourd'hui très bien sécurisés. Et d'autre part,
en dehors de la capacité technique, de l'avancée technique de ces attaques, Système a pu prouver que l'outil qui avait été utilisé pour cette attaque était vendu par une entreprise israélienne qui s'appelle NSO Group, ce que vous pouvez voir sur la slide suivante. Alors, NSO Group, c'est une entreprise israélienne qui vend encore un outil clé en main, un virus informatique pour des États, comme un produit, pour cibler, encore une fois, officiellement, pour des raisons d'antiterrorisme, mais qui en réalité est utilisé très largement pour cibler la société civile, donc les défenseurs des droits humains et journalistes. Et alors, NSO Group s'est imposé comme une entreprise majeure à ce moment-là, notamment avec sa capacité de pirater des téléphones. Donc, il y a eu un travail de recherche qui a été fait pendant plusieurs années par le Citizen Lab. De notre côté, on a commencé à s'intéresser à ce moment-là. Alors, on s'intéressait déjà à ce sujet, mais il y a eu un tournant pour notre équipe, c'est qu'en 2018, donc pardon, sur la slide suivante, je vais d'abord expliquer ce que fait Pegasus. Donc, Pegasus, c'est un virus informatique. Si je peux avoir la slide suivante, c'est un virus informatique. Alors, en fait, il y a de la complexité beaucoup dans la façon de pirater le téléphone. Une fois que le téléphone est piraté, c'est vraiment un programme informatique qui va se mettre au cœur du système et qui va avoir accès à absolument tout. C'est-à-dire beaucoup plus que ce que peut avoir une application normale. Si vous installez une application sur votre téléphone, elle n'a pas accès à tout, elle n'aura pas accès aux données d'autres applications. Là, ça s'installe vraiment dans le système. Et donc, ça a accès d'une part à toutes les données que vous avez, donc, qui peuvent être données extrêmement privées, des photos, des images, des vidéos, tous les messages personnels, y compris d'applications comme Signal qui pourraient être très bien sécurisées. Et d'autre part, ça a également accès au GPS, au micro, à la caméra. Et donc vraiment, ça permet de surveiller la personne en temps réel. Donc vraiment, le téléphone devient un outil d'espionnage en temps réel. Donc on imagine l'impact que ça peut avoir pour des journalistes, pour des défenseurs des droits humains qui sont dans des situations très difficiles. Au sein d'Amnesty, on a commencé à s'intéresser en 2018, slide suivante, parce qu'un membre du staff d'Amnesty International qui travaille sur l'Arabie Saoudite a reçu un SMS qu'on a pu rattacher par un travail de recherche technique aux outils de NSO Group, encore une fois. Donc là, pour nous, ça a été le début d'un long travail qui a commencé en 2018 et qui nous a amené jusqu'au projet Pegasus. Tout d'abord, un travail qui s'est fait au Maroc. Donc, slide suivante. En 2019 et 2020, on a fait un travail de recherche pour montrer que des journalistes défenseurs des droits humains marocains avaient été ciblés par Pegasus et des attaques qu'on a attribuées aux autorités marocaines. Et donc, à force de développer ce niveau de recherche, on a abouti avec le projet Pegasus. Donc, sur la slide suivante. Alors, le projet Pegasus, c'est une collaboration qui est un peu inhabituelle dans les droits humains, puis c'est une collaboration entre Amnesty International, donc notre laboratoire, et un consortium de journalistes sur la base de 50 000 numéros de téléphone de personnes potentiellement piratées par des clients de NSO Group. Donc, une liste de téléphones de personnes qui auraient pu être attaquées. Et donc, ce qu'on a fait en partenariat des journalistes, c'est identifier à qui appartenaient ces numéros de téléphone et contacter un certain nombre de personnes de la société civile, notamment des journalistes, des défenseurs des droits humains, pour analyser leur téléphone et trouver des preuves techniques d'attaque. Donc ça, c'est le rôle qu'on a eu au sein du laboratoire. On a développé une méthodologie d'analyse de téléphone qu'on a ensuite appliquée pour vérifier des téléphones. Et on a pu prouver que 37 personnes avaient eu leur téléphone piraté dans les publications, dans les révélations du projet Pegasus qui se sont faites sur une semaine en juillet 2021. Alors, le projet Pegasus, je ne vais pas rentrer dans les détails, n'hésitez pas à poser des questions, je serais heureux de revenir dessus. C'est un peu un projet à tiroir parce que, d'une part, il y a la question présente partout de cette industrie de la surveillance qui vend ses outils, qui permet des violations des droits humains, la responsabilité d'NSO Group et de ses entreprises. Mais d'autre part, dans chaque pays où il y a une utilisation de Pegasus, il y a la question du contexte local, la question des lois locales, de qui a été attaqué. Donc, on parle du Maroc, on parle d'Arabie Saoudite, on parle de la Hongrie, on parle de l'Inde, du Mexique, etc. Deux exemples rapides avant de passer au deuxième sujet. Sur la slide suivante, il y a bien évidemment la question du Maroc. Donc là, ce qu'on a révélé, nous, ça a été des attaques informatiques contre des militants marocains, contre des journalistes marocains et contre des journalistes français. En France, on a pu prouver que leur téléphone avait été piraté au moment exact où des journalistes, par exemple, se rendaient au Maroc. Et ensuite, je pense, le cas qui a été le plus emblématique, sur la slide suivante, ça a été de se rendre compte que deux personnes proches de Jamal Khashoggi, donc le journaliste qui a été assassiné en Turquie, avaient été piratées et surveillées par Pegasus, avant et après sa mort.
Et donc là, on voit bien, c'est un peu l'exemple emblématique de par le fait que son histoire est horrible, il a vraiment fait énormément de bruit et a posé beaucoup de questions en termes de droits humains, mais d'autre part, de montrer le lien entre surveillance ciblée, surveillance en général, et des risques extrêmement réels et physiques pour des journalistes qui peuvent aller jusqu'à, dans ce cas-là, un assassinat. Je vais dire juste un mot sur ce qui se passe un an plus tard, et je suis heureux de revenir là-dessus un peu plus tard. Donc sur la slide suivante, on peut voir une autre entreprise qui s'appelle Sightrox. Alors en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le projet Pegasus, il a fait beaucoup de bruit, il a fait beaucoup de mal à NSO, qui est vraiment une situation très difficile aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, d'autres entreprises, notamment Sightrox, en ce moment, il y a un scandale en Grèce sur le fait qu'un journaliste et des politiciens ont été ciblés par un autre produit qui s'appelle Predator, qui est vendu par une autre entreprise qui n'est pas en Israël, qui est en Macédoine du Nord. Donc on voit bien que le point principal de ça, c'est que le projet Pegasus, ce n'est pas un problème de NSO Group, c'est un problème d'une industrie. Et d'une industrie qui n'a vraiment pas de réglementation, pas de législation, qui peut faire à peu près tout ce qu'elle veut, sans être du tout tenue responsable pour les abus de ces outils. Donc voilà, et ça, je pense que c'est important parce qu'on arrive à un moment où NSO Group est dans une situation difficile. Il ne faut pas oublier que le problème, c'est l'industrie et le contexte, et pas une seule entreprise. Maintenant, si je peux avoir la slide suivante, je vais prendre un peu de temps pour parler d'un projet très intéressant fait par plusieurs de mes collègues sur la reconnaissance faciale et Ban the Scan, notamment à New York. Alors, slide suivante. Alors, la reconnaissance faciale, quel problème de la reconnaissance faciale? Le problème de la reconnaissance faciale, c'est d'avoir de plus en plus dans l'espace public des caméras publiques ou privées qui vont enregistrer en permanence des images de tout le monde, de ce qui se passe dans la rue. Et la reconnaissance faciale, c'est un outil qui va permettre de retrouver des personnes à travers de ces images. Donc ça pose énormément de problèmes. Le premier problème, c'est clairement un problème de liberté d'expression, et notamment dans des cas de manifestation où des personnes vont venir dans la rue, exprimer leur opinion, lutter pour un changement politique, pour les droits humains, et vont se retrouver en fait potentiellement réprimées, en tout cas soumises à une surveillance massive de la population, une surveillance de leurs activités. Donc ça crée clairement un problème de liberté d'expression. Le second problème, c'est un problème de discrimination. Ces outils, on le sait, comme une large partie de ces outils, sont développés dans un certain contexte, un contexte où il y a discrimination, notamment raciale. Et on sait aujourd'hui que les outils de vidéosurveillance, ils sont très largement, ils fonctionnent nettement moins bien sur des visages de personnes noires et personnes de couleur. Et donc là, clairement, il y a un problème de discrimination. Et ce qu'on est en train de dire là, c'est pas qu'il faut améliorer ces outils, c'est pas du tout. Il faut vraiment les interdire. Et ça, c'est la troisième raison. La troisième raison, c'est que la façon dont ces outils sont faits, c'est qu'ils demandent la création d'une base de données énorme d'images de visage. Et pour ça, la quasi-totalité de ces entreprises, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont récupérer toutes les images disponibles sur Internet, que ce soit légalement ou illégalement. L'entreprise centrale de ça qui a fait vraiment le plus de bruit, c'est une entreprise qui s'appelle Clearview et qui a dit ouvertement avoir récupéré toutes les images de visage disponibles sur tous les réseaux sociaux pour entraîner leur algorithme. Et donc là, il y a clairement une question de violation de la vie privée qui est extrême. Et la preuve de ça, c'est qu'au Canada, probablement qu'une de vos images, si vous avez des images sur Internet, ont fini dans cette base de données pour entraîner cet algorithme. Mais le commissaire responsable de la vie privée au Canada, par exemple, a demandé à Clearview de supprimer ces images et d'arrêter l'utilisation de ces images pour les personnes canadiennes. Donc il y a des choses qui avancent, mais c'est vraiment central dans la façon dont ces outils sont développés. Alors rapidement, qu'est-ce qui a été fait? La campagne Ban the Scan, ça a commencé par un premier travail d'identification des caméras dans la ville de New York. Alors sur la prochaine diapositive, donc, ce qui a été fait, c'est il y a une équipe qui s'appelle les décodeurs qui développe des outils pour permettre à des bénévoles d'aider un travail de recherche. Là, ce qui a été fait, ça a été de récupérer des images de Google Street View, donc des images des rues de New York. Et là, il y a eu des centaines et des milliers de volontaires, de bénévoles qui sont venus et qui ont regardé quelques images en essayant d'identifier les caméras. Ce travail il a été recoupé, il a été vérifié et ça a mené à l'aboutissement de l'identification de 25 500 caméras dans la ville de New York, ce qu'on peut voir sur la slide suivante. Et donc ça, c'est un travail qui est extrêmement important parce qu'il a permis de prouver plusieurs choses. D'une part, en plus de la discrimination raciale des algorithmes eux-mêmes,
il y a également une discrimination raciale sur l'endroit dont sont disposées ces caméras. Et donc, vraiment, il y a une intensification du nombre de caméras dans des quartiers où il y aura plus de personnes noires, notamment le Bronx, Brooklyn et Queens. Donc là, clairement, rien que sur la façon dont ces caméras sont disposées, il y a une question de discrimination. La deuxième chose qui a été prouvée, c'est travailler sur un très bon rapport et important d'analyse qui a été fait par le mouvement des libertés civiles de la ville de New York sur stop and frisk. Donc stop and frisk, c'est le fait, quelque chose qui a été beaucoup fait par la police à New York, d'arrêter des personnes et de les fouiller de manière un peu aléatoire dans la rue. Donc d'une part, le NYCLU a prouvé la discrimination dans ces pratiques-là, puisque seulement 8% des personnes ciblées par stop and frisk étaient blanches. Mais d'autre part, ce qui a été possible, c'est de corréler les endroits où ces pratiques de stop and frisk étaient faites avec les endroits où étaient les caméras. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça montre bien qu'il y a une diminution des activités de stop and frisk. Et donc, comme dans beaucoup d'endroits, finalement, on passe à une forme de discrimination par les autorités qui va être physique. On arrête les gens, on les fouille. Et on va passer à une autre forme de discrimination qui va être plus invisible et qui va devenir numérique. Donc, c'est pour ça que ça a été appelé un stop and frisk numérique. Et enfin, le dernier travail, je vais quasiment arrêter là-dessus, sur la slide suivante, ça a été d'identifier l'impact de cette vidéosurveillance et de cette reconnaissance faciale dans les manifestations, notamment les manifestations de 2020 dans le mouvement Black Lives Matter. Et donc là, ce que vous pouvez voir, c'est le trajet d'une des manifestations en juin 2020. Et ce qui a été prouvé, c'est que il y a de fortes chances qu'il y ait eu une surveillance de ces caméras dans 100% du parcours. Et donc vraiment, ça veut dire qu'il y a un lien direct entre cette surveillance, la possibilité de reconnaissance faciale, et les mouvements de manifestation. Et enfin, le dernier, je vais finalement terminer là-dessus. Amnesty a voulu savoir très précisément ce que font les autorités, ce que fait la police de New York avec cette reconnaissance faciale et a demandé accès à la documentation, notamment sur l'utilisation de reconnaissance faciale pendant les manifestations, ce que la police de New York a refusé. Et donc là, il y a eu un arrêt devant la Cour suprême de New York sur la slide suivante cet été, qui est très positive, qui dit que non, la police de New York doit donner ces documents. Il s'agit de 2700 documents indiquant l'utilisation de reconnaissance faciale dans les manifestations Black Lives Matter en 2020. Alors, il y a eu appel. On espère qu'on va gagner. Ça va nous permettre d'avancer encore un peu plus sur vraiment une transparence et savoir et documenter les abus de cette reconnaissance faciale. Voilà, je vais m'arrêter là. Rapidement, pour finir sur la reconnaissance faciale, c'est un combat qui est encore en cours. Alors, à New York, il y a également un projet qui a été mené similaire à Hyderabad. Et il y a d'autres projets qui émergent sur ces questions-là dans d'autres pays et qui vont être développés par Amnesty l'année prochaine. Et donc, c'est quelque chose qui avance pas à pas, ville par ville, pays par pays, mais c'est quelque chose de central quand on voit à quelle vitesse ces technologies sont en train de se développer. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces deux sujets par la suite. Merci beaucoup, Étienne. Ce sont effectivement des questions, c'est très intéressant de voir à quel point le travail minutieux est super important que fait Amnesty. Et ce qui me frappe aussi à chaque fois, c'est l'énergie qui est demandée pour arriver à avoir l'information et sur laquelle il va falloir à un moment donné que les sociétés se penchent pour trouver des façons plus systématiques d'avoir des outils transparents. Sur ce, je passe la parole à Maître Livia Boger. Merci, Karine. C'était super intéressant, Étienne, de t'écouter parler de ta présentation. Ça m'a fait penser, juste par rapport avec ma présentation, mais en Chine, ils ont déjà commencé la reconnaissance faciale dans certaines villes et puis ils l'utilisent pour grader leurs citoyens. Donc, en fonction de s'ils traversent la rue dans une lumière qu'ils ne devraient pas, s'ils agissent mal, donc ça leur enlève des droits. Ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans des écoles privées ou ils ne peuvent plus prendre le transport. Donc, c'est sûr que ça peut mener jusqu'à là. On voit déjà, je pense, l'extrême qui se passe en Chine. Mais est-ce que les États-Unis vont faire de manière aussi obvious que la Chine? Peut-être pas, mais en tout cas, ça peut mener facilement à ça. Moi, de mon côté, je viens parler de l'application Bon Cop, Bad Cop. C'est une application qui a été mise sur pied en 2020
C'était un désir de plusieurs personnes de faire comme un contre-pouvoir aux forces policières. Comme Étienne l'a dit, puis c'est pas seulement aux États-Unis, dès qu'on demande quelque chose aux policiers, c'est très, très, très difficile de l'avoir. Ils sont toujours en vacances. Ils sont jamais disponibles. Donc, cette application a plusieurs objectifs. Donc, je dirais que l'application Banca Backup est une technologie utilisée par et pour les citoyens. Donc, c'est comme je disais, une sorte de contre-pouvoir. Comme, peut-être, c'est pas tout le monde qui le sait, mais en tant que personne citoyenne qui a une altercation avec la police, on a le droit d'enregistrer nos interpellations avec la police. Cependant, la réalité est que beaucoup de mes clients, beaucoup des personnes qui viennent à la clinique juridique du Grand Montréal en lien avec le profilage racial, si on entend qu'ils ont eux-mêmes filmé avec leur cellulaire ou que les policiers savaient qu'ils étaient en train de filmer, il y a beaucoup d'histoires de vidéos qui sont effacées ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu de là que venait l'idée de créer l'application Banca Backup, car ça storait l'information dans l'application. Donc, même si les policiers allaient par la suite dans celle-là, c'était trop tard parce que ça avait déjà été storé à travers l'application Banca Backup. Mais ça permettait aussi de donner de l'information juridique aux personnes qui l'utilisent et aussi de prendre rendez-vous. Donc, le but était d'améliorer l'accessibilité à la justice et aussi de faciliter le processus de plainte en déontologie policière ici au Québec. Donc, si on pense être victime de profilage racial, même si ce n'est pas profilage racial, n'importe quoi, brutalité policière ou un policier n'a pas agi comme vous pensez qu'il devait agir, tout le monde peut porter plainte en déontologie policière. Donc, à travers l'application, une personne qui s'enregistre peut, de un, enregistrer l'audio de son interpellation policière. De deux, il peut ensuite remplir un formulaire s'il pense avoir été victime de profilage racial pour prendre rendez-vous avec la clinique juridique du Grand Montréal pour qu'il soit accompagné dans le processus de plainte en déontologie policière. Et de trois, la personne, lorsqu'elle n'est pas en état d'urgence, elle peut consulter l'application et avoir des informations sur si oui ou, en fait, quels sont ses droits en fonction de la situation. Parce que quand une personne est en train de marcher sur un trottoir ou est en train de conduire son auto ou est chez elle, c'est différents droits qui s'appliquent, différentes obligations des policiers s'appliquent. Et ça peut vraiment devenir mélangeant pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de situation-là. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ici à Montréal, on n'est pas, en tant que piéton, et quand on est à la maison, techniquement, tout le monde a sa carte d'identité, mais on n'est pas dans l'obligation d'avoir une carte d'identité sur nous. Le seul moment où est-ce qu'on est obligé d'avoir une carte d'identité sur nous, c'est lorsque nous conduisons, évidemment. Et aussi, c'est le seul moment au Québec où est-ce qu'un policier peut vous arrêter sans avoir de raison, sans avoir de motif. Juste tout simplement pour vérifier vos cartes d'identité, c'est quand vous conduisez que la police a le droit de vous arrêter sans nécessairement avoir de motif. C'est l'article 636 du Code routier que beaucoup d'académiques, beaucoup d'avocats se penchent présentement sur cet article-là, qui est une porte ouverte au profilage. Que ce soit le profilage racial ou social, c'est une porte ouverte au profilage pour les policiers. Donc, beaucoup de personnes se demandent de la légalité de cet article en lien avec la Charte des droits et libertés. Parce que ça permet justement aux policiers de s'ouvrir un motif pour aller à la pêche, comme on dit. Donc, aller à la pêche, voir est-ce que peut-être cette personne, en regardant par sa fenêtre, on peut voir un petit joint ou des choses comme ça. Donc, ça laisse une porte ouverte pour qu'un policier nous arrête sans motif. Donc, cette application, selon nous, donne quand même du pouvoir de connaissance, mais aussi du pouvoir de protection si les personnes l'utilisent vraiment lors d'une interpellation policière ou même avant une interpellation policière. Car il y a plusieurs choses que
On a besoin de savoir qu'on ne sait pas, par exemple, qu'un policier est dans l'obligation de nous fournir son numéro de matricule pour pouvoir l'identifier, qu'un policier est dans l'obligation de nous dire le motif de son interpellation, à part si on conduit. Mais là, ça dépend, là, il y a plusieurs étapes. Mais donc, il y a certaines obligations, puis aussi, il y a une manière de juste parler à un policier ou lui faire comprendre qu'on connaît nos droits et on veut juste avoir ces informations-là avant de continuer à procéder. C'est sûr que c'est quand même assez délicat parce que les policiers ont beaucoup, beaucoup plus de pouvoir qu'un citoyen. Un policier est armé comparé à un citoyen. Donc, c'est sûr que bon, la force de pouvoir n'est pas nécessairement là, mais avec cette application, au moins, ça donne un sentiment et puis aussi, ça permet de recueillir la preuve si jamais besoin est dans le futur. Donc, Banco Backup est une des manières, je dirais, d'utiliser la technologie en faveur des droits, en faveur des droits, en faveur de nos droits. Et je dirais que c'est ça. Je pourrais peut-être raconter quelques anecdotes par rapport à l'utilisation de l'application. Donc, on a eu une personne qui a utilisé l'application lorsqu'elle s'était faite arrêter. Donc, en écoutant l'audio, quand on a eu un rendez-vous avec elle, on a vu que bon, le policier l'avait arrêté. Il était en automobile. Donc, ça, c'est vraiment le plus fréquent qu'on a. Le policier l'avait arrêté. Donc, ça commence quand même au début parce que la personne nous a dit qu'elle a réalisé que l'auto du policier le suivait pendant qu'il conduisait. Donc, oui. Donc là, la personne a utilisé l'application. Elle a commencé l'enregistrement audio. La police arrive et dit, OK, monsieur, est-ce que vous savez que votre lumière ne fonctionne pas? Donc, ça, c'est souvent une des raisons bidons pour laquelle la police va arrêter quelqu'un. Et puis, là, la personne fait non. Et puis, comme, OK, monsieur, passez-moi vos papiers. Et puis, après, la police commence à poser plusieurs questions. Donc, vous allez où? Qu'est-ce que vous faites comme emploi pour avoir cette auto? C'est qui la personne à côté de vous? Donc, c'est plusieurs choses que la police n'a pas besoin de savoir. Donc, la police, oui, si elle vous demande une carte, votre permis de conduire, le certificat d'immatriculation et la preuve d'assurance, OK. Mais toutes les autres questions que je viens de dire, ce n'est pas des questions qui sont utiles. Moi, ça m'arrive là, de me faire encore arrêter, puis de me faire encore, je pense que je me ferai toujours arrêter, mais de me faire arrêter, puis me faire poser ces questions. Puis je dis souvent poliment aux policiers, est-ce que j'ai besoin de répondre à ces questions? Et ils vont dire non. Je vais faire OK. Et puis, ça s'arrête là. Mais lui, bon, il a commencé à répondre. Il était tard le soir. Et puis, c'est ça, l'auto sentait un peu le weed, là, même si c'est illégal maintenant. Et puis, bon, ils ont demandé le nom de la personne à côté, un passager, ce que la police n'a pas le droit de faire. C'est juste la personne qui conduit qui a le devoir de s'identifier, mais pas les passagers. Mais par contre, le passager, lui, il avait comment dire, il n'avait pas le droit de conduire parce qu'il avait une amende. Il avait une amende qui était impayée. Donc là, la situation s'est escaladée, mais vraiment, la violence a vraiment pris part à cette altercation parce que les policiers ont commencé à dire, OK, sortez de l'automobile, monsieur, en parlant aux passagers, même plus la personne qui conduisait. Et puis, ils lui ont mis les menottes et ils l'ont fouillé, puis ils l'ont mis derrière l'auto de police et ils lui ont juste dit, bon, ben si... il y a eu plus que ça, là, mais ça a fini par lui dire, OK, va payer ton billet de contravention demain, sinon on va te retrouver, puis ça sera pire que ça. Donc, ça, c'est vraiment juste un tout petit exemple. Ce n'est pas le pire des choses qui peut arriver, mais c'est un peu ça. Donc, grâce à cet enregistrement, ça rend la plainte en déontologie tellement plus facile. Parce que, en tant qu'avocate, je peux voir à la cour quand un policier en uniforme vient plaider,
comparé à quelqu'un qui est dans, quand on parle du profilage racial ou du profilage social, ça peut être un itinérant ou une personne noire et tout, etc. Puis on connaît ça, les biais inconscients. Donc, tout le monde en a, autant moi que vous, tout le monde en a. Puis quand les gens n'en prennent pas connaissance, bien, ça va avoir une répercussion très directe sur la manière de prendre des décisions. Et malheureusement, les juges ne sont pas non plus épargnés de ces biais systématiques, sociaux. Donc, ça peut aussi affecter même lorsque la personne va devant un juge, à quel point le juge va être empathique à la situation de la personne ou pas. Donc, on prend un policier avec un uniforme qui n'a jamais eu plainte en déontologie policière et qui connaît le système de justice, comparé à quelqu'un que c'est peut-être la première fois qu'elle va devant un système de justice et puis n'a pas nécessairement non plus l'argent pour avoir un avocat qui aura le temps de le représenter ou a tout simplement pas un avocat qui care, si on peut dire, vraiment pour peindre son client de manière à ce que le juge puisse comprendre que, bon, non, ce n'est pas une si grosse situation que ça, puis les choses peuvent être réglées. Donc, la crédibilité des policiers est bien plus élevée à la base que la crédibilité de n'importe quel citoyen. Donc, moi, à la Cour, c'est pas rare d'entendre un juge qui dit ben, ce policier a 20 ans d'expérience, il n'a jamais dit, il a toujours eu un bon comportement, etc., etc. Donc, ça démontre plusieurs choses. C'est que grâce à cette application, on peut justement avoir une preuve qui peut être utilisée à la Cour ou en plainte en déontologie policière s'il n'y a pas eu de plainte en criminel pour la personne, etc. Mais aussi, ça nous permet de réaliser que, je parlais de la crédibilité, puis ensuite, attendez, c'est parce que les messages m'ont un peu. Désolée. Ce que ça a permis de réaliser. Oui, c'est ça. On parlait de la crédibilité, ça permet de réaliser ça. Et aussi, ça permet de réaliser que le fait que les gens ont cette preuve-là et peuvent faire des plaintes en déontologie, mais là, il y aura moins. Mais tu sais, les policiers qui ont l'habitude de retourner en cours parce qu'ils ont fait quelque chose, mais il n'y a aucune preuve contre eux, puis ils utilisent le fait qu'ils n'ont jamais eu de plainte en déontologie contre eux pour prouver leur crédibilité. Bien, puisque les gens vont utiliser, bien, pas nécessairement utiliser cette application, mais cette application est faite pour faciliter les plaintes en déontologie. Donc, le but est d'augmenter les plaintes en déontologie quand le besoin est, évidemment. Donc, en utilisant cette application, puis en étant accompagné pour faire des plaintes, mais ça fait des tâches, une historique, on va dire ça comme ça. Ça crée une historique dans le dossier des policiers. Donc, les prochaines fois qu'ils repassent devant le juge, bien, ça permet aussi à l'avocat de la défense de pouvoir utiliser et dire, bien, écoutez, oui, d'accord, peut-être, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des plaintes comme ça par rapport à ce policier-là. Et moi-même, lorsque j'avais 17 ans, j'avais été victime de profilage racial. J'avais fait une plainte en déontologie policière et je n'étais pas la première à faire la plainte en déontologie policière contre cette policière spécifiquement. Donc, ça a été plus facile par rapport au processus. Et bien, c'est ça qu'il faut aussi faire réaliser, qu'en prenant action, bien, ça permet justement d'avoir des impacts, même si on pense que, bon, ben, ça allait nulle part, mais juste le fait d'avoir fait une plainte, ça crée une historique dans le dossier, que la plainte a été terminée positivement pour le policier ou pas positivement, ça va rester là. Donc, c'est ça qui est important de penser, pas nécessairement à l'individuel, mais à qu'est-ce que notre action va avoir pour justement toutes les autres et pour la communauté en général. Donc, c'est ça, l'application Bon Cop, Bad Cop. Pour le moment, je pense que j'avais vu un commentaire, là, mais on va répondre aux questions plus tard, mais elle est, comme on dit, en mise à niveau. Donc, elle va être disponible, elle va être redisponible pour le mois de fin novembre. Voilà. Merci. Est-ce que je peux vous poser une question, Maître Boger? Oui. Savoir qu'est-ce que vous avez vu, parce que c'est intéressant ce que vous dites, puis ça fait le lien avec ce que Étienne disait. En tout cas, moi, je vois un lien là, mais sur le fait qu'il y a des groupes, il y a des groupes de population qui sont ciblés et ce que votre
application permet, c'est d'utiliser la technologie pour justement, comme on dit, renforcer les capacités ou en tout cas permettre aux gens de se défendre avec la technologie. Et je voulais savoir, avec votre expérience, notamment c'est à la clinique du Grand Montréal, hein, la clinique juridique, est-ce que vous avez vu une différence par rapport justement aux jeunes ou aux personnes qui utilisent l'application ou qui se servent de leur téléphone, soit pour enregistrer vidéo, soit pour enregistrer audio? Est-ce que vous avez vu une différence dans leur parcours ou en tout cas dans la façon dont ils se sentent par rapport à la justice? Ben, ça, une différence par rapport à comment ils se sentent. Je pense que toutes les personnes qui ont pris rendez-vous avec la clinique juridique ont senti il y avait un certain espoir que les choses puissent changer. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on voit à travers toutes les personnes qui l'utilisent. Il y a aussi d'autres personnes qui n'utilisent pas l'application parce qu'ils disent que ça sert à rien. Puis là, moi, je suis toujours là à faire mon advocate et dire, écoute, je pense que chaque action va changer. Mais vraiment, les personnes qu'on a aidées à travers le processus, ils sont venus avec justement cet espoir que, OK, là, j'ai une preuve. Là j'ai une preuve. Ce n'est pas juste ma parole contre un policier. Donc, c'est ça que j'ai remarqué. C'est comparé à peut-être les personnes qui n'ont pas nécessairement accès ou qui ne sont pas super technologiques, comme les personnes un peu plus âgées, qui viennent quand même pour de l'accompagnement en déontologie policière. Donc, je trouve qu'il y a un peu plus de confusion quand ce sont ces personnes-là que des personnes qui vont utiliser l'application. Surtout que peut-être à travers l'application, il y a aussi des explications de comment ça fonctionne et tout. Mais oui, il y a cet aspect-là. Ils ne sont pas certains de leurs droits ou ils vont raconter l'histoire sans nécessairement être sûrs si c'est en lien avec le profilage racial ou juste tout simplement une mauvaise conduite policière, etc. Donc, ils vont être un peu moins certains de leurs droits dans tout ça par rapport à quelqu'un qui est venu à travers l'application Banco Badco. Effectivement, puis votre application, je l'avais téléchargée, mais il y a tout un volet justement où on parle des droits et sur les droits. J'avais une autre question pour vous, puis après ça, j'en ai une pour Étienne et je passerai après au public. Mais comment s'est passé quand vous l'avez développé, quand vous l'avez mis en place, vos relations avec notamment les corps policiers? Il n'y a pas eu de relation en soi. En fait, la clinique juridique, elle a des partenariats avec, on va dire, des postes de police dans les quartiers qu'on est, comme on est à Montréal-Nord et à Côte-des-Neiges. Mais c'est sûr que le but, ce n'est pas de créer des frictions pour dire non, la police, c'est toutes des mauvais. Je pense que c'est pour ça le jeu de mots avec bon cop, bad cop. Hein. Et puis, est-ce qu'il y a une bonne personne ou une mauvaise personne? Je ne pense pas. C'est plus, est-ce que quelqu'un a commis une mauvaise action ou une bonne action? Mais bref, pour dire, pendant la création de l'application, non, évidemment, les policiers n'ont pas, pas évidemment, mais les policiers n'ont pas été consultés. La majorité des personnes qui ont été consultées étaient des avocats, des personnes, des citoyens, des activistes. Donc, c'est vraiment plus ce crowd, ce genre de personnes qui ont été consultées. Quand on a fait le premier lancement de l'application Banco Backup, je trouvais que l'attitude des policiers était quand même drôle parce qu'ils étaient « Ah, c'est ça l'application, non. » Ils pensaient qu'on allait devenir leur big brother, là, mais c'est pas ça le but. Le but est juste de protéger les citoyens qui seraient dans une situation où est-ce qu'un de leurs collègues aurait peut-être fait quelque chose de pas bien. Parce que c'est pas non plus tout le monde qui va enregistrer qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Donc, c'est aussi ça. Mais non, ils n'ont pas été consultés pour la conception de l'application. Merci beaucoup. Étienne, j'avais une question pour vous par rapport à Pegasus et notamment, on a peut-être un élément sur lequel vous pourriez revenir. Quand on a parlé de Pegasus, on a dit, bon, bien sûr que les défenseurs des droits, les activistes étaient visés et il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est notamment aussi le fait que l'entourage était aussi ciblé. Et peut-être, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur les dommages extrêmes, enfin les dommages collatéraux qui sont très graves
sur l'entourage. Et l'exemple que je prends toujours, c'est notamment le jardinier du président mexicain dont le téléphone avait été aussi infecté, mais peut-être détailler un peu plus pour qu'on voit, parce que souvent quand on dit, voilà, les défenseurs sont visés, on dit oui, mais bon, ils l'ont choisi, vous comprenez, ils vont à l'envers du pouvoir ou à l'envers du sens du mouvement, mais dans le cas de Pegasus, c'était beaucoup plus large justement que juste les défenseurs. Alors tout à fait. D'abord, je voudrais remercier Mme Boger pour cette présentation parce que quand on a une vue comme moi extrêmement négative, où on passe son temps à regarder les abus finalement de la technologie, ben, finalement, voir un projet qui va nous dire mais attendez, on peut faire des choses et lutter avec des applications et faire avancer les choses, c'est vraiment positif. Donc, je vous remercie pour ça. Alors oui, effectivement, en fait, pendant longtemps, on a eu vraiment assez peu de cas finalement de Pegasus. C'est-à-dire qu'on avait une personne d'ici, une personne là. Ce qui s'est passé pendant le projet Pegasus, c'est qu'on a eu accès d'un coup via ces numéros de téléphone à un grand nombre de personnes et qu'on a pu vérifier. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, les choses ne sont pas aussi claires qu'il va y avoir la personne très en vue, militant des droits humains, qui va s'opposer au pouvoir, qui va être ciblée. En fait, il y a vraiment, d'une part, différentes façons de faire la surveillance. Et puis, alors quelque chose qui peut nous paraître aléatoire, mais des mécaniques qu'on ne comprend pas. Alors, déjà, clairement, des abus où il peut y avoir uniquement la personne qui va être ciblée, mais ses proches. Donc, le cas de Jamal Khashoggi, c'est un bon exemple, de femmes qui étaient proches de lui. On a eu des cas où il y a effectivement des femmes, des enfants de personnes, de journalistes qui vont être ciblés, ou alors utilisés, par exemple au Mexique, il y avait des tentatives de piratage qui avaient utilisé un SMS qui disait ta femme est à l'hôpital, alors clique ici pour savoir ce que c'était. Donc aussi utiliser ça pour faire tomber les gens dans le piège un peu. Donc ça, c'est assez courant. Et puis en fait aussi, ce dont on s'est aperçu, c'est que dans les personnes qu'on a découvert qui étaient piratées, il y a des gens, on ne savait pas pourquoi. Des gens qui étaient journalistes, je pense à un journaliste en France qui a juste à un moment probablement été ciblé et piraté, probablement par le Maroc, à un moment où des gens ont pensé qu'il y avait un intérêt, mais même lui n'avait pas d'idée. Donc on voit bien qu'en fait, une fois que ces outils sont disponibles et qu'il n'y a absolument aucun contrôle, les abus ils vont bien au-delà que juste quelques personnes très en vue. Ça va vraiment toucher des gens qui ne le savent pas avec des conséquences assez graves. Alors sur les conséquences, je pense qu'il faut en mentionner plusieurs. Le premier, déjà, il y a un impact psychologique qu'on a pu voir, c'est-à-dire souvent, nous on travaille avec des journalistes, des défenseurs des droits humains qui sont aguerris souvent, des personnes qui vont au premier abord nous dire mais je sais que je suis surveillé et je fais avec. Mais en fait, quand on découvre que leur téléphone a été piraté, ça nous arrive plusieurs fois d'avoir des personnes qui étaient sous le choc de se dire mais qu'est-ce que j'ai raté, qui est-ce que j'ai mis en danger finalement. Et quand on parle de journalistes, par exemple, protection des sources, qui vont se dire mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont été en prison, voire pire, à cause de moi. Donc déjà, il y a un choc psychologique. Et ensuite, je pense quelque chose sur lequel on peut beaucoup se refléter, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire quand on perd confiance dans la technologie finalement. Aujourd'hui, si on est journaliste, si on est défenseur des droits humains, mais en réalité, si on est à peu près n'importe qui dans cette société, on va se baser sur notre téléphone pour discuter avec des proches, on va utiliser notre ordinateur pour travailler. Qu'est-ce qu'on peut encore faire quand on n'a plus confiance en ça? Et là, on a eu beaucoup de témoignages suite au projet Pegasus de gens qui disaient eh ben, j'arrête d'utiliser mon téléphone, ça veut dire que je ne vais plus communiquer à certaines personnes, donc ça va être beaucoup plus compliqué de faire mon travail. Des gens qui disaient on refuse de travailler avec moi parce qu'on pense que que mon téléphone est piraté. Et donc là, ça crée ce climat de peur qui est assez classique des méthodes de surveillance, en fait, mais qui est vraiment extrêmement fort parce qu'on a l'impression d'une perte totale de contrôle de la technologie et de confiance en fait, dans ces outils. Et ça, je pense qu'il y a très peu de journalistes qui vont aujourd'hui revenir au papier et ça serait extrêmement compliqué. Donc ça crée des situations extrêmement difficiles qui s'ajoutent à des contextes qui le sont déjà pareil. Hein. Je veux dire, quand on parle du Maroc, quand on parle des journalistes au Mexique, quand on parle des journalistes en Inde, on est déjà dans des situations extrêmement difficiles. Merci, effectivement, et c'est d'autant plus, là vous parliez des défenseurs des droits humains, vous parliez des journalistes, et ce qu'on a vu aussi en termes de méfiance par rapport à la technologie, c'est dans le cas de l'arrêt Wade contre Roe, où justement certains États disaient on va utiliser les données de surveillance biométrique pour savoir quand est-ce que les femmes sont menstruées, comment les données de géolocalisation, et pour avoir une fille qui est aux États-Unis et qui utilise beaucoup ce genre de choses, qui disait mais maman, je vais laisser mon téléphone à la maison parce que je ne veux pas participer à ça. Et effectivement, c'est là où comment dire,
c'est un mot anglais qui allait me venir, mais la non-confiance envers la technologie est vraiment un problème. Mais OK, ben merci. Je vais maintenant, parce que je pourrais parler 2 heures et vous poser des questions pendant 2 heures, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc déjà, je voulais très sincèrement vous remercier à vous deux pour votre temps, votre générosité, vos très intéressantes présentations. C'est très, très apprécié. Pour l'audience, Étienne est à Londres, donc c'est très tard pour lui la nuit. Et Maître Boger a aussi un emploi du temps vraiment extrêmement occupé. Donc, on les remercie très, très sincèrement. Non pas qu'Étienne n'a pas un emploi du temps très occupé, il est aussi très occupé. Mais voilà, je voulais très sincèrement les remercier pour leur temps, leur patience et leur générosité. Donc, on va passer maintenant à la période de questions. Alors, il y avait plusieurs questions, mais peut-être certaines qui… Adenike, est-ce que tu vas prendre le plancher pour la période de questions? Oui, je peux tout à fait faire ça. Donc, on va passer à présent à la période de questions. Je vous invite donc à inscrire vos questions via l'onglet questions-réponses et non dans le chat, s'il vous plaît, afin qu'on puisse distinguer les deux. Donc, dans la slide suivante, vous allez voir que nous avons une pétition en ligne. Donc, pendant que les questions sont soumises, j'aimerais attirer votre attention sur une action en ligne donc, que nous avons sur le site d'Amnesty. Donc, la pétition se nomme « Demander la fin de la surveillance ciblée des défenseurs des droits humains ». Et cette pétition appelle les gouvernements du monde entier à veiller à ce que les outils de surveillance numérique ne soient pas utilisés pour cibler illégalement les défenseurs des droits humains, ainsi que la société civile dans son ensemble. Cette pétition appelle également à mettre en pause temporairement les ventes, transferts et usages de technologies de surveillance à travers le monde jusqu'à ce qu'un cadre réglementaire approprié soit mis en place. Donc, le 28 octobre prochain, donc vendredi prochain, aura lieu la remise des signatures récoltées par l'ensemble des sections d'Amnesty International dans le monde entier aux Nations Unies lors de son assemblée générale. Il vous reste donc moins d'une semaine pour agir. Le lien de cette action sera bientôt partagé dans le chat, donc je vous invite à l'utiliser pour passer à l'action. Je vous invite également à consulter notre site Internet pour voir les autres ressources disponibles en lien avec la technologie et les droits humains. On va pouvoir passer à la période des questions-réponses. Oui. Donc, la première question que je vois dans le chat serait pour Étienne. Quelqu'un aimerait savoir combien de téléphones ont été piratés, ont été identifiés dans le projet Pegasus. Dans le projet Pegasus, on en a identifié 37. Ça s'ajoute à un certain nombre de téléphones qui est déjà révélé ou par nous ou par le Citizen Lab. Et il se trouve que depuis, il y a eu énormément d'évolutions là-dessus et de révélations, en partie notamment parce que Apple a commencé à envoyer des notifications. Alors, WhatsApp l'avait déjà fait, donc il y avait une attaque qui utilisait un problème de sécurité dans WhatsApp, et WhatsApp avait en 2019 envoyé des notifications aux personnes ciblées. Mais Apple a également commencé à faire ça, et suite au projet Pegasus, Apple s'est vraiment engagé contre ces attaques et a commencé à notifier les personnes ciblées. Donc là, on a eu des révélations dans beaucoup d'autres pays, je pense notamment à El Salvador, je pense à la Thaïlande. Donc, alors, je ne connais pas le chiffre exact de révélations qui ont été confirmées techniquement, mais on est aujourd'hui à plusieurs centaines de cas révélés. Merci beaucoup pour cette réponse, Étienne. J'aimerais, avant 19h, remercier notre modératrice Karine Gentelet qui va nous quitter à 7h. Merci beaucoup, Karine, pour ta modération du webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée. La prochaine question qu'on a aussi pour Étienne, ce serait de savoir comment Amnesty Tech mène ses recherches sur le terrain. Alors, c'est très vaste, puisque donc Amnesty Tech, c'est un programme qui travaille sur beaucoup de questions de technologie, et selon le type de surveillance, il va y avoir des types de recherches différents. Par exemple, nous, dans notre cas, c'est de la recherche qui est technique. On va analyser des attaques informatiques et on va, via des moyens techniques, prouver qui est l'auteur de ces attaques. Donc là, ça va être des analyses techniques de virus informatiques, ça va être des analyses de téléphones piratés, d'ordinateurs piratés, etc. Mais par exemple, dans d'autres cas, j'ai parlé par exemple des méthodes utilisées pour la campagne Ban the Scan, mais d'autres cas, comme par exemple le rapport récent qui a pointé les responsabilités de Meta par rapport aux exactions contre les Rohingyas au Myanmar,
Dans ce cas-là, c'est basé avec des méthodes qui sont un peu plus traditionnelles pour les droits humains, c'est-à-dire des entretiens avec des personnes victimes, des entretiens avec des experts et expertes, etc. Donc, on voit qu'il y a une partie d'innovation, de recherche sur comment la technologie peut servir à ces méthodes, mais en fait, il y a aussi une partie, y compris sur la technologie, qui est relativement traditionnelle, des méthodes de recherche traditionnelles des droits humains. Merci beaucoup pour cette réponse, Étienne. On a une question pour Maître Boger et Étienne, donc qui serait, est-ce que vous auriez des success stories, donc des histoires positives à nous partager en lien avec vos travaux, donc des avancées ont pu, qui ont pu se faire grâce aux divers travaux que tous les deux vous faites. Peut-être Maître Boger peut commencer. Je dirais, je pense que chaque personne qui vient et puis qui porte plainte en déontologie policière, pour moi, c'est un succès. Mais sinon, je pense que personnellement, le succès que j'aimerais voir à travers cette application, c'est lorsqu'on aura recueilli assez de données, comme on peut dire, pour vraiment démontrer, sortir un rapport puis dire, voici le nombre de plaintes, voici le nombre de plaintes en déontologie policière. Mais la déontologie policière, c'est un processus qui prend assez de temps. Par contre, je dirais, si je peux dire un succès à court terme, c'est une personne justement qui a utilisé l'application. Elle a enregistré son interpellation policière et elle a eu dans cette interpellation policière des accusations en criminel pour entrave à la justice. Et puis, lorsque moi, j'ai pris son dossier, en tant aussi qu'avocate pour la représenter devant le juge, on a pu utiliser justement cet enregistrement-là pour le retrait des accusations. Donc, lorsqu'on a montré les enregistrements, lorsqu'on a partagé les enregistrements à la poursuite, les avocats de la poursuite, ils n'ont même pas pris la peine d'aller plus loin grâce à ces enregistrements-là. Donc, je dirais que ça, c'est quand même une story qui est succès et qui démontre vraiment l'utilité de l'application parce que si ce n'était pas de cet enregistrement-là, on aurait dû passer par tout le processus judiciaire pour justement démontrer que ces accusations n'avaient pas lieu d'être. Merci beaucoup, Maître Boger. Étienne, est-ce que vous aurez des histoires positives à partager également? Alors, il y a des histoires positives, je pense qu'elles sont un peu moins positives, quelle que soit la direction où on regarde dans la technologie, on est confronté à une évolution technologique qui va vers de plus en plus de surveillance. Et malheureusement, on aimerait, mais on a assez peu de success story qui nous dit « Ah, ça y est, cette question de surveillance est réglée ». Ceci dit, quand même, on est dans une situation qui est nettement différente aujourd'hui de la situation où on était il y a 10 ans. En général sur la surveillance. D'une part, parce que les révélations Snowden, notamment, ont fait qu'il y a eu une prise de conscience de la surveillance et qu'il y a eu beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus de travail de fait, des organisations comme Amnesty et d'autres qui se sont saisis de la question de la surveillance au sein des droits humains. Et donc ça, c'est extrêmement positif. Si on regarde plus spécialement sur Pegasus, alors on sait qu'il va nous rester beaucoup de travail, qu'on n'a pas fini avec la surveillance ciblée et que ça va prendre des dizaines d'années. Par contre, maintenant, beaucoup de gens, et le fait que je sois là, c'est aussi un peu une preuve de ça. Il y a vraiment une attention à ce sujet et elle est mise sur le devant de la scène et on a vu des positions évoluer par les États, par des grosses entreprises. On a vu des grosses entreprises comme Apple, comme Google et d'autres prendre position contre ça, ce qui est marquant, même si on peut les critiquer sur d'autres points, sur les questions de vie privée, bien sûr. Mais par contre, c'est marquant. Et on a vu des États de plus en plus prendre position. Je peux citer notamment le département du commerce américain, où aujourd'hui, le groupe d'enquête qu'il y a au sein du Parlement européen. Alors, ce n'est pas des victoires franches, on n'en est pas là, on y travaille. Mais par contre, c'est des évolutions extrêmement positives. Merci beaucoup, Étienne, pour cette réponse. On a une autre question qui, je pense aussi, pourrait être à laquelle vous pourrez tous les deux répondre, qui est comment l'intelligence artificielle peut être porteuse de biais et donc contribuer à de la discrimination. Je ne sais pas qui aimerait commencer. Oui, je peux y aller. Il y a des humains partout et c'est les humains qui codent. C'est les humains qui vont programmer. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Vu que des humains sont en train de programmer, et ils programment aussi leurs biais.
Donc, je ne sais pas, peut-être qu'Étienne a des exemples spécifiques, mais qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Ben, un peu comme Étienne l'a démontré avec la carte. Les caméras en soi vont filmer tout le monde qui passe. Mais par contre, les personnes qui mettent les caméras en mettent plus où est-ce qu'il va y avoir des communautés marginalisées ou discriminées. Donc, je pense que c'est un peu aussi ça. Quand quelqu'un programme, il peut programmer, je ne sais pas, un comportement ou sinon une expression faciale, mais en programmant cette expression faciale ou je ne sais pas si j'explique bien, mais vu qu'il y aura des traits qui vont ressembler à une communauté, ben, la technologie en soi va le prendre comme si c'était agressif. Et puis, bref, ça peut être utilisé de certaines manières, mais je pense que l'explication simple, c'est que les personnes qui écrivent la technologie, ben, ce sont des humains qui ont des biais et que si lors de la création justement une technologie quelconque, ben attends, je vais donner un exemple qui est un peu plus drôle. Je regarde souvent sur Instagram ou sur TikTok des gens qui vont mettre des filtres ils ressemblent à quoi en fonction des personnages de Disney et des trucs comme ça, mais tu vas voir qu'une personne noire va toujours avoir Tina ou comme un gars noir va toujours avoir un personnage noir parce que justement, la personne qui a écrit ce code a dit, ben, si la personne a une couleur de peau comme ça, ben, c'est juste ce personnage qui va sortir. Donc, c'est un peu ça qui fait que, bon, tu pourras jamais, si tu es noir, tu pourras jamais ressembler à Belle parce que tu n'as pas la même couleur de peau. Donc, ça, c'est vraiment très, très simple, mais aussi inoffensif que ça paraît, si on utilise ça pour une technologie plus importante qui a un vrai impact dans la vie des gens, ben, c'est la même chose. Donc, si on ne crée pas la technologie en étant conscient de ses biais et en faisant attention à ça, en écrivant le code ou en programmant le programme, ben, ça va créer effectivement un programme intelligent artificiel qui a des biais. Je viens de penser à un autre exemple, désolée, mais quand je demande à Alexa de me parler de l'Empire du Mali, elle ne va pas savoir de quoi je parle. Mais si je lui demande de me parler de Louis XIV, elle va savoir quoi me dire. Donc, ça, je pense que c'est un bon exemple. Tu sais, l'Empire du Mali fait aussi partie de l'histoire du monde, mais par contre, elle ne fait pas partie de l'intelligence artificielle de Alexa. Donc, voilà. Merci beaucoup, Maître Boger, pour cette réponse. Étienne, est-ce que vous aurez de votre côté quelque chose à rajouter? Je pense que c'est une très bonne explication. Vraiment, le point principal, je vais paraphraser ce que Maître Boger a dit, c'est il y a une tendance, bon, je pense qu'elle est un peu dépassée, mais il y a vraiment une tendance à présenter la technologie comme neutre. C'est-à-dire que on va, par exemple, si on prend le cas des discriminations sexuelles par la police, on se dit, ah mais si on remplace un être humain qui fait des erreurs par un programme, en fait, on va régler ces problèmes. Et ça, c'est totalement faux. La technologie, elle n'est pas neutre, elle est développée dans un contexte qui lui-même a discrimination. Et que ce soit parce que les personnes qui développent sont majorité blanche ou parce que les données sur lesquelles le programme se base sont des données qui contiennent de la discrimination raciale, on reproduit ces systèmes-là. Et ça, il faut faire très attention parce que ça nous met dans une situation où on va avoir les discriminations raciales, mais plus les outils pour lutter contre. Et ça, il faut bien le voir. Il y a une citation que j'aime bien, je ne vais pas retrouver son auteur, mais qui disait que l'intelligence artificielle, souvent, c'est du blanchiment d'argent, mais de biais. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un être humain où on se dit, ah mais bien sûr, on sait que les êtres humains ont des failles, là, on a un programme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de central. Je pense que moi, je vais dire un exemple, peut-être pas aussi bon que ceux que Maître Boger a levé, mais qui est assez parlant. C'est juste une personne un jour, alors, je ne sais pas si vous avez déjà été, il y a des distributeurs automatiques de savon maintenant. Et donc, les distributeurs automatiques de savon, vous mettez vos mains, il reconnaît vos mains et il dit, ah, savon. Eh bien, une personne noire un jour qui est allée et le distributeur de savon ne reconnaissait pas ses mains, tout simplement parce que ça avait été fait par des personnes qui étaient blanches, ça a été testé avec personnes qui étaient blanches, et on a d'un coup un programme qui ne reconnaît pas des mains de personnes noires. Et ça, c'est peut-être trivial, mais imaginez la même chose mise dans des systèmes qui vont finalement influer extrêmement largement sur des pans entiers de la société, que ce soit les questions policières, que ce soit des questions d'accès à la santé, etc. Et là, on se retrouve avec des problèmes discriminatoires qui peuvent être décuplés. Bon, de discrimination, quelle qu'elle soit. Merci beaucoup, Étienne. On aura également une question pour Maître Boger, qui est la suivante. Qu'arrive-t-il avec les données de l'application Bon Cop, Bad Cop si le téléphone est saisi par la police, par exemple? Oui. Ben, c'est justement une des utilités de l'application, c'est que
lorsque quelqu'un enregistre, ça va être enregistré dans le serveur de l'application, en plus que dans le cellulaire de la personne. Donc, même si le téléphone est saisi, du côté de la clinique juridique de Grand Montréal, on va quand même pouvoir accéder à l'enregistrement si la personne nous le demande. Donc, c'est ça. Et puis, bon, voilà. Puis après, on va dire, pour les plaintes en déontologie policière, le délai pour porter plainte est de 1 an. Et après, pour porter plainte, si en civil, c'est de 3 ans. Donc, c'est après ce délai-là que quand il n'y aura plus de possibilité, justement, de porter plainte, qu'on va les effacer pour permettre, par exemple, aux personnes de les avoir tout le long de la possibilité de leur recours. Donc, c'est aussi storé dans notre base de données pendant une période de temps. D'accord, merci beaucoup, Maître Pauget. Pour Étienne, j'aurais 2 questions qui sont la première et la suivante. Quels sont les pays les plus affectés par la surveillance numérique des défenseurs des droits humains? Puis la deuxième, que je pense qui est un peu en lien, c'est quelles sont les campagnes actuelles d'Amnesty Tech et comment pouvons-nous aider en tant qu'individus? Alors, la surveillance numérique, c'est extrêmement vaste. Il y a des formes de surveillance différentes. Des surveillances sont faites par des entreprises. Facebook collecte énormément de données, c'est une forme de surveillance, et d'autres entreprises équivalentes. Les États collectent des données, ça peut être de la surveillance de masse, ça peut être de la surveillance ciblée. Donc, c'est extrêmement difficile de dire quels pays vont être plus ciblés. Je pense que ça dépend vraiment du type de surveillance qu'on regarde. Mme Boger mentionnait, par exemple, la Chine, dans laquelle il y avait effectivement des problèmes, des formes de surveillance extrêmement différentes. Sur la surveillance ciblée, donc les attaques par vraiment piratage par virus informatique, comme Pegasus dont j'ai parlé, c'est assez vaste. Finalement, pendant un moment, il y a eu la tentation de se dire ah mais ces pays avaient des problèmes de droits humains, l'Arabie Saoudite, etc. Et on voit en fait avec les révélations qu'il y a eu des journalistes attaqués en Hongrie, en Pologne, ou en Espagne. On voit que ce problème-là s'était révélé par exemple, sans qu'on sache s'il y a des violations, mais ça a été révélé par exemple que la gendarmerie canadienne a également utilisé des logiciels espions. Donc on voit bien que c'est un problème global qui touche tout le monde et dans lequel chaque pays, de façon différente en fonction du contexte, en fonction de la situation des droits humains, en fonction de la réglementation, va avoir des problèmes de surveillance. Alors sur les campagnes, il y en a plusieurs. J'ai cité tout à l'heure le rapport qui a été publié il y a quelques semaines sur l'implication de Meta, donc de Facebook, dans les exactions contre les Rohingyas au Myanmar. Ça, c'est une campagne où il y a une demande qui est faite à Facebook de demander des réparations pour l'impact qu'il y a eu. Ensuite, qu'est-ce qui peut être fait? C'est très vaste. Alors, effectivement, il y a les pétitions, il y a les différentes actions que fait Amnesty sur des questions de droits humains qui maintenant incluent la technologie. Ceci dit, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être faites à l'échelle locale, notamment ces questions-là de reconnaissance faciale, ces questions-là de technologie qui est de la discrimination, elles s'appliquent dans beaucoup d'endroits et on voit que, par exemple, la question de la reconnaissance faciale est extrêmement présente aujourd'hui au Canada. Il y a aujourd'hui les débats politiques et démocratiques sur l'utilisation par la police de logiciels espions. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles il peut y avoir des actions locales, que ce soit des formes de manifestations, des discussions, des conférences, des événements, pour être sûr que toutes ces méthodes de surveillance, en fait, souvent, elles se mettent en place sans qu'on les voit. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2-3 caméras à droite, puis 2-3 caméras à gauche, et d'un coup, il y a de la reconnaissance faciale, on ne l'a pas vu. Et donc, ça, c'est vraiment important que dans chaque pays, il y ait une attention à ce qui est fait par les États en termes de surveillance et en termes de possibilités de surveillance. Parce que ça peut être très vite passé de on a des caméras à on a de la reconnaissance faciale. Et souvent, ça peut passer en dessous du débat démocratique. Et je pense que c'est vraiment important que ce soit des questions qui soient centrales et débattues en société. Donc ça peut être quelque chose qui peut être fait, je pense, localement, que ce soit au Québec ou au Canada. Merci beaucoup, Étienne. Le sujet suscite beaucoup d'intérêt. On a une autre question qui est comment simplifier le sujet qui est assez complexe pour en discuter avec des jeunes, par exemple. Maître Pauget, est-ce que vous voulez commencer, Étienne? Comment simplifier le sujet de la technologie et du droit pour les jeunes? Laissez-moi réfléchir 2 secondes.
C'est sûr qu'en utilisant des phrases plus simples, mais la technologie, c'est un outil, un peu comme les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il faut y aller en donnant des exemples de la vie de tous les jours d'un enfant. Est-ce que un ciseau est quelque chose de mauvais? Non. Tu peux utiliser un ciseau pour créer un bricolage qui va être vraiment très beau, mais tu veux aussi utiliser un ciseau pour faire mal à quelqu'un. Donc, la technologie est un peu ça. Aujourd'hui, on a vu que Étienne, on a vu le côté où est-ce que ça peut faire mal, et puis de mon côté. Mais en fait, c'est un peu ça. Puis ça aussi répond aux différentes questions plus complexes, dépendamment de c'est qui manie le ciseau, ben, il peut avoir, clairement, le ciseau va aller dans le sens de la personne qui le manie. Donc, je ne sais vraiment pas si je réponds à la question, mais je pense que si on parle à des enfants, il faudrait essayer d'utiliser des analogies de cette manière-là euh, et de le voir plus comme la technologie est vraiment un outil. Les réseaux sociaux, comme je pense que j'ai utilisé le système des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ont été créés pour essayer de permettre aux gens de connecter entre eux, peu importe ils sont où à travers le monde. Mais maintenant, on voit beaucoup de personnes consomment les réseaux sociaux de manière très passive et ne l'utilisent pas comme les créateurs des réseaux sociaux l'avaient perçu. Donc, est-ce que c'est nécessairement une mauvaise chose? Est-ce qu'on voit la répercussion dans la vie de chaque personne? Oui, mais ce n'est pas parce qu'il y a un effet négatif euh, dans beaucoup d'heures de la journée de beaucoup de personnes que ça veut dire qu'en soi, c'est une mauvaise chose. Donc, je pense que c'est important, surtout si on explique aux enfants de faire cette nuance-là, que c'est un outil et qu'ils ont le pouvoir mais bon, qu'ils ont le pouvoir. Là, quand on parle de technologie et droits humains, là, c'est un peu plus à une échelle où est-ce que peu importe qu'est-ce qu'ils font, ils n'ont pas nécessairement de pouvoir, mais au moins, ils peuvent être plus conscients de qu'est-ce que ça implique d'utiliser la technologie et aussi comment eux, ils peuvent en prendre avantage. Donc, je vais laisser Étienne répondre. Je pense qu'il aura une meilleure réponse. Non, je suis d'accord. C'est un sujet extrêmement vaste. C'est difficile de résumer ça, mais je pense que ce qui fonctionne, c'est de trouver des exemples qui soient parlants et qui soient proches de la vie des gens. Je pense que un des points centraux, si on prend la technologie en général, c'est effectivement toujours cette question de la neutralité et que si on ne contrôle pas la technologie, quelqu'un d'autre la contrôle pour nous. Je vais prendre un exemple. Je me suis mis sur TikTok cet été. Donc, je ne sais pas si TikTok, c'est une nouvelle application extrêmement populaire qui a une succession de vidéos. C'est extrêmement addictif. J'ai entendu parler de gens qui, notamment d'adolescents, qui mentionnent que c'est un trou noir parce qu'on la lance et puis d'un coup 2 heures est passé et puis on ne sait pas où c'est passé. Et c'est exactement l'expérience que j'en ai eue. Et là, il faut bien voir que ce qu'il y a derrière ça, c'est pas juste les vidéos, c'est addictif, c'est que c'est une application qui a été développée pour rendre les gens addictifs, puisque TikTok, comme tous les réseaux sociaux, va fonctionner en essayant d'attirer le plus de personnes, le plus d'interactions, le plus d'activités. Et donc pour ça, il y a vraiment une réflexion. Chaque chose, chaque bouton, chaque façon de faire de l'application est pensée pour que les gens soient addicts. Donc le fait que par exemple on puisse descendre et puis scroller, passer d'une vidéo à l'autre sans que ça se finisse jamais, ça a été inventé pour que ce soit addictif. Et ça, je pense que c'est important. C'est un exemple. J'ai essayé de prendre l'exemple d'exemple qui peut-être parle peut-être à des plus jeunes que moi, mais c'est pas innocent. Ce qu'on ressent par rapport à la technologie, c'est pas innocent, c'est pensé par des entreprises ou pensé par des États. Et donc ça c'est important de se dire, il faut que je contrôle ce que fait la technologie, il faut que je la comprenne d'une certaine façon. Tout le monde n'a pas besoin d'être expert en technologie et tout le monde ne le sera pas, mais il faut se poser la question de l'impact qu'elle a sur nos vies directement et indirectement à travers différents problèmes de société. Merci beaucoup, Étienne, pour cette réponse. Nous avons également une question qui est quels sont les moyens pour un consommateur de se protéger contre la surveillance numérique? Alors, il y a pas mal de moyens. Ça dépend effectivement sur les types de surveillance. Un point important, c'est qu'on peut se protéger. On ne peut pas se protéger de tout le temps, mais on peut en fait. Et il y a des façons de faire qui vont déjà augmenter. Il faut dire que, par exemple, si on prend un sujet qui est relativement simple, sur lequel il y a des solutions, les applications de messagerie. Par défaut, si c'est une application comme par exemple Facebook Messenger, les applications, par défaut, elles ont toujours été pensées
comme le fait que quand vous communiquez, donc Facebook va avoir accès à tous vos messages. Donc, si vous communiquez avec quelqu'un sur Facebook, vous avez vos messages, la personne a vos messages, mais les serveurs qui sont entre les deux, donc les systèmes informatiques, ils ont également accès à ces messages. Suite aux révélations Snowden, il y a eu un travail de fait pour dire, mais en fait, techniquement, on peut éviter ça à travers la cryptographie, qui est une façon de masquer les messages. Et on a vu apparaître qu'on appelle alors des applications chiffrées de bout en bout. Chiffrées de bout en bout, ça veut dire quand vous envoyez un message, le message il va de vous à l'autre personne, mais tout ce qui est au milieu, c'est masqué pour tous les gens qui sont au milieu. Et là, on a vu apparaître l'application Signal, par exemple, qui est une application qui est soutenue par une fondation, qui est vraiment la première application à avoir fait ça sérieusement. Quand vous utilisez Signal, vous avez accès à vos messages, la personne avec qui vous parlez y a accès, mais les serveurs de Signal ne savent pas ce que vous dites. Et ça, c'est une évolution énorme. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir confiance en la personne qui a ces serveurs. Quand vous communiquez par Facebook Messenger, vous devez avoir confiance en Facebook qui a vos données. Mais quand vous utilisez Signal, vous n'avez pas besoin d'avoir ça et ça ajoute de la sécurité. Donc, voilà, Signal ou WhatsApp, par exemple, alors, je recommande plutôt Signal qui a un meilleur niveau de sécurité pour pas mal de raisons. Mais c'est des applications qui ont cette propriété qui augmente vraiment la sécurité. Et ensuite, selon les types de surveillance, je pense qu'il faut vraiment se renseigner. C'est important toujours de maintenir ses téléphones, ses ordinateurs, ses applications à jour, faire des mises à jour, faire attention aux pisteurs qui peuvent être dans des applications. Donc, je vous encourage par exemple à regarder le travail de l'organisation française Exodus Privacy, qui travaille sur la question des pisteurs dans les applications téléphoniques. Voilà, et là, il y a tout un panel qu'on pourrait ouvrir en détail sur une question plus précise sur les façons de se protéger. Mais voilà, je recommande par exemple Signal, faire la mise à jour. C'est des très bons débuts. Des mots de passe forts également. Je vais rajouter mot de passe fort et authentification à 2 facteurs. Vraiment, c'est des choses qui permettent d'enlever pas mal de problèmes déjà. Merci beaucoup, Étienne, pour cette réponse exhaustive. Est-ce que, Maître Baugé, vous avez quelque chose à rajouter? Non, moi, j'allais dire, il n'y a pas moyen. Mais Étienne a donné des moyens. C'est sûr que je pense que ça dépend à quel niveau on parle. Si on parle des pirateurs, évidemment, je pense que tout ce que Étienne a dit. Mais si du moment que l'État décide que, là, je ne vois pas comment il y a une protection si l'État décide qu'il va regarder. En tout cas, je ne sais pas. Mais à la fin de la journée, je pense que c'est une nouvelle réalité de la vie. En tant que juriste, on parle du droit privacy, à la vie privée. Mais on réalise, en tant que juriste, ça n'existe plus vraiment, le droit à la vie privée. Les gens font juste partager tout plein d'informations dans les réseaux sociaux. On n'a même plus nécessairement besoin de pirater pour voler l'identité de quelqu'un maintenant, tellement il y a le partage d'informations sur les réseaux sociaux, sur l'Internet. Donc, le droit à la vie privée est devenu vraiment, peut-être à une signification différente de maintenant. Et je pense que même dans le monde des juristes, on est en train de se re-questionner sur ce droit qui est protégé par la charte, mais qui personne semble vraiment care about anymore. Genre, on dirait pas que les gens, à moins qu'ils le savent, là, quand Snowden est sorti, tout le monde était comme « Oh non », mais après, tout le monde est retourné sur Facebook comme si de rien n'était. Donc, c'est aussi ça. Donc, je pense que c'est une nouvelle manière de vivre que quand on regarde l'attitude de beaucoup de personnes ont accepté. Mais c'est sûr que si tu ne veux pas te faire voler ton numéro d'assurance sociale, te faire pirater ton compte en banque, des trucs comme ça, je pense que tout ce que Étienne a dit, c'est très essentiel. Et puis, même en tant qu'avocat, moi, j'ai un collègue avocat qui ne faisait aucune mise à jour parce que on appelle ça les dinosaures, là, ceux qui ont des ordinateurs de 90, puis c'est toujours le même. Alors, lui, il ne faisait pas de mise à jour, mais c'est très dangereux en tant qu'avocat parce que des fois, tu as des dossiers qui sont storés dans ton... Et lui, il s'est fait hameçonner. C'est comment on appelle ça? Une rançon. Donc, on l'a piraté pour avoir une rançon, pour qu'il paye pour avoir ses dossiers. Bon, je ne vais pas dire c'est qui parce qu'il n'a pas payé puis il n'a jamais réussi ses dossiers. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, donc, ouais. Merci beaucoup, Maître Baugé. Le temps file, donc on va prendre 2 dernières questions. Donc, la première de ces questions est: quelle est la responsabilité des auteurs d'un logiciel utilisé à des fins de violation des droits humains? Devrait-on plus encadrer la responsabilité juridique des créateurs de logiciels? Puis, faut-il réguler ce secteur? Si oui, comment? Alors clairement, il faut réguler ce secteur. C'est vraiment, en tout cas, le message qu'on a fait passer, la pétition que vous avez mentionnée. Ce n'est pas un problème d'entreprise. Encore une fois, ce n'est pas un problème
bonnes ou de mauvaises entreprises, pour reprendre bon cop, bad cop. C'est un problème d'écosystème, en fait. Si des entreprises peuvent gagner de l'argent en faisant ça, le rôle des entreprises, c'est de gagner de l'argent. Et si il y a des violations et que ces entreprises n'ont pas tenu pour responsables, n'ont pas de conséquences, elles vont continuer à le faire. Donc clairement, il faut réglementer. Alors, les questions légales, elles sont assez complexes, notamment parce qu'elles sont à cheval sur plusieurs juridictions. Il y a quand même certaines réglementations. Les réglementations, elles sont en général principalement sur des questions d'export. Donc, si on regarde par exemple la question de NSO Group est basé en Israël. Et en fait, l'export de ces technologies est soumis à une approbation du ministère de la Défense. Donc, nous, quand on a révélé des abus au Maroc, on a, avec d'autres organisations, on a porté plainte face au ministère de la Défense en Israël en 2020, si je ne me trompe pas, en disant qu'il fallait interdire cet export. Et on a été débouté par le ministère de la Défense qui a dit qu'il n'y avait absolument aucun problème d'export. Donc, ce qui est un peu risible vu les révélations qu'il y a eu aujourd'hui. Donc, on voit bien que en tout cas, les réglementations qui existent aujourd'hui, elles ne fonctionnent pas. Ceci dit, en termes de droits humains, les entreprises ont des responsabilités de faire attention à ce que leurs produits ne permettent pas des violations des droits humains. Et là, clairement, c'est des choses que, malgré leurs annonces, puisqu'il faut bien voir qu'NSO, par exemple, avait une charte des droits humains, ces entreprises-là ne font pas. Donc là, il y a vraiment du travail qui est fait. Il y a plusieurs procès qui sont en cours dans plusieurs pays, en France, en Grande-Bretagne, notamment contre NSO Group. Et on va voir finalement quels systèmes juridiques vont pouvoir fonctionner et s'appliquer. C'est des procès qui vont prendre du temps. Il y a également un procès aux États-Unis qui a été fait par WhatsApp, qui appartient à Facebook, qui s'appelle maintenant Meta. Donc il y a plusieurs procès qui sont en cours, on va voir, mais clairement, aujourd'hui, il y a des manques juridiques pour qu'il y ait clairement des responsabilités, notamment des dommages qui soient faits, des réparations aux victimes. Merci beaucoup, Étienne. Maître Baugé, quelque chose à rajouter? Non, pas du tout. D'accord, c'est parfait. Donc, j'aimerais prendre le temps de vous remercier toutes et tous pour l'ensemble de vos questions. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions parce qu'on en a vraiment eu beaucoup. Donc, je vous invite encore une fois à passer à l'action en signant l'action en ligne et à consulter notre page web que vous allez trouver dans le chat du webinaire. Suite à ce webinaire, veuillez noter qu'une évaluation vous sera envoyée. Merci de nous aider à améliorer cette série de webinaires en y répondant. J'aimerais également prendre le temps de remercier Karine Gentelet pour la modération du webinaire, Maître Baugé et Étienne pour leur participation à ce webinaire. Un énorme merci de la part d'Amnesty International à toutes et tous pour votre participation et je vous souhaite de passer une excellente soirée et à la prochaine. Merci encore pour l'invitation.